ce Zoom. Mon invité est une personnalité bien connue des téléspectateurs de TV Liberté, puisqu'il s'agit de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Martial. Vous êtes président de la Fondation Polémia et animateur, bien évidemment, de Immédiat, que vous avez co-animé avec Nicolas Faure tous les jeudis, bien évidemment, sur le site tvliberté.com. La question, elle est traditionnelle en cette période de déconfinement, comme elle le fut en période de confinement. Comment avez-vous vécu cette crise sanitaire pour vous, pour vos proches ? Le confinement est désagréable par la rupture du lien social, par l'éloignement de certains liens familiaux. Pour le reste, je me suis adapté en travaillant pas mal. Finalement, c'était pas une mauvaise période pour travailler, et en sortant tous les jours 1 heure pour voir quand même le printemps évoluer, voir la nature pousser. Alors, comme tout à chacun, vous avez observé aussi, en dehors de la nature, le désastre sanitaire, et là c'est beaucoup plus sérieux, auquel la France a été confrontée. Et vous insistez dans vos écrits sur l'impréparation, sur l'amateurisme du gouvernement. Mais avant de parler de cela, est-ce que vous, puisque vous avez été haut fonctionnaire, est-ce que le plus cruel pour vous n'est-il pas de voir le délitement de l'administration publique ? Oui, alors je crois que c'est un délitement particulier parce que c'est lié à ce que j'appellerais la modernisation. Ça peut paraître paradoxal, mais il y a eu des réformes successives de l'État au cours des 15 dernières années, on veut dire 15 dernières années, pour moderniser l'État, pour introduire les notions de performance, de qualité, de contrôle. Et il y a eu toute une série de réformes purement technocratiques et qui ont abouti à quelque chose, à aggraver considérablement le poids des procédures. Et donc, face à un événement extraordinaire, qu'est-ce qu'ont cherché à faire les fonctionnaires du ministère de la Santé ? À appliquer les procédures. Et donc, au lieu de, pour les masques, de se dire on va faire appel à des centaines d'initiatives locales de petites entreprises, ils ont écarté cette hypothèse parce qu'ils se sont dit ce ne sera pas homologué. Et ils ont donc passé de très grands marchés à la Chine, un marché dont les produits ne sont pas encore arrivés aujourd'hui. Et donc, c'est le résultat, je crois, d'une paralysie par les procédures. Alors, ça n'excuse pas l'administration, parce qu'à un moment donné, les directeurs auraient dû dire « on passe par-dessus les procédures », et si les directeurs ne l'avaient pas dit, ça aurait été le rôle des ministres de le dire, ou le rôle du Premier ministre, ou le rôle du Président de la République. Donc, il y a un gâchis qui est, à mon avis, un gâchis partagé entre les autorités politiques et les autorités administratives. Mais il ne faut pas croire que l'administration a été défaillante parce qu'elle a été vétuste, elle a été défaillante parce qu'elle a été modernisée, entre guillemets, complexifiée et envahie par des procédures de plus en plus lourdes. Alors une administration en mode dégradé, et puis alors une chance pour vous, puisque vous avez fait de la politique, ça vous a évité d'être préfet, et ça tombe bien parce que vous avez des mots très durs pour les préfets, donc vous dites que certains se sont comportés comme des courtisans en prenant des décisions honteuses. Si vous voulez, les préfets, vous savez, un jour on m'a demandé qu'est-ce qu'un bon préfet, et quand on vous demande qu'est-ce qu'un bon préfet, vous avez tendance à répondre, c'est un préfet qui exécute les ordres du gouvernement. Eh bien non. Pour ça, non ? Eh bien non. Un bon préfet, c'est quelqu'un qui imagine ce qui ferait plaisir au gouvernement. Et donc, il en fait davantage. Donc, il comprend très bien qu'il ne faut pas aller faire respecter le confinement dans les banlieues, parce que ça pourrait créer des problèmes et ça ne ferait pas plaisir au gouvernement. Par contre, il comprend aussi que ce serait bien d'interdire les ventes d'alcool, parce qu'on ne sait jamais, le type qui a bu va peut-être battre sa femme, ou d'interdire les randonnées en montagne, ou d'aller sur la plage, alors qu'évidemment, ça ne nuit en rien à la santé publique, mais ça permet de montrer qu'on est ferme, quoi, voilà. Alors, retour à Emmanuel C'est Macron. courtisanerie et conformisme, on va dire. Courtisanerie, conformisme, on peut arriver d'ailleurs facilement à Emmanuel Macron. Là, vous avez aussi des mots très durs, puisque vous dites que, en fait, dans la crise sanitaire, on ne pouvait pas faire pire que Macron. Écoutez, non, on ne pouvait pas faire pire, parce que sur toutes les décisions, Macron et le gouvernement français ont pris les décisions avec 10 ou 15 jours de retard par rapport à d'autres pays. Par exemple, ils ont pris 10 ou 15 jours de retard sur la fermeture des frontières. Ça, c'est quand même tout à fait essentiel. Même pour la mise en place du confinement, ils ont pris un peu à partir du moment où il était quasiment inévitable, ils ont pris un peu de retard aussi. Pour les masques, pour les tests, parce qu'on a beaucoup parlé des masques.
On a manqué de masques, on commence un petit peu à en avoir, et encore, ça reste rationné. Il n'y a pas de tests, ou il n'y a pas autant de tests qu'il faudrait. Donc, ils ont tout fait mal. Est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement géré la pénurie? Il fallait bien gérer la pénurie, non? Il fallait surtout éviter la pénurie, peut-être. Il faut surtout éviter la pénurie et prendre les bonnes mesures. Je veux dire, même sur les masques, c'est très simple. Les tests, c'est compliqué. Les tests, il y a quand même... il faut des appareils biologiques, il faut valider. OK, les tests, c'est compliqué. Mais les masques, il suffisait de dire... chacun s'y met. Ou les petites entreprises. Moi, j'habite le Plessis-Robinson. Le maire a distribué des masques à sa population. Il les a fait faire par un petit artisan local. Alors, les masques sont peut-être pas parfaits, mais ils protègent. Voilà, c'est ça l'initiative. C'est pas du tout... On a l'impression, ceci étant, si vous voulez, il y a un autre sujet. C'est que le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de la Santé, ils ne gouvernent pas, ils communiquent. Quand vous voyez le temps que ces gens-là passent sur les plateaux de télévision ou à faire du tourisme sanitaire et à préparer l'intervention sur les plateaux de télévision, le tourisme sanitaire, ils n'ont pas le temps de travailler. Alors qui travaille ? Est-ce que vous n'avez pas des propos trop durs avec Emmanuel Macron, je vais me faire des amis, regardez la situation par rapport aux socialistes en Espagne, c'est pas pire. Par rapport aux libéraux en Belgique, c'est pas pire. Ils n'ont pas fait mieux, mais ils n'ont pas fait pire. Oui, alors vous choisissez les deux. Je me suis dit que j'allais faire l'avocat du diable. Les deux pires exemples, effectivement, parce que les pays qui ont été les plus mal gérés, effectivement, c'est l'Espagne et la Belgique. L'Espagne avec une raison particulière, c'est qu'il y a eu au plus mauvais moment une grande manifestation féministe que le gouvernement, avec plus de 100 000 personnes quand même, que le gouvernement n'a pas voulu empêcher parce que c'était ses amis politiques et qui a contribué à répandre l'épidémie. La Belgique, je n'ai pas de raison particulière. Bon, ceci étant... Des gestions calamiteuses de chaque côté. En Espagne d'ailleurs, avec un Mélenchon. Bon, par contre, on peut aussi comparer avec l'Allemagne, on peut comparer avec les pays scandinaves. Il y a d'autres comparaisons qui sont beaucoup plus en faveur des autres que pour la France, en tout cas. En tout cas, on a quand même, en ce qui concerne les morts par million d'habitants, la France est à la 5e place, ce qui n'est quand même pas extrêmement brillant. Vous me direz, effectivement, il y en a 4 devant. Mais le match n'est pas fini, si j'ose dire. Si vous aviez à reprocher à Emmanuel Macron quelque chose d'essentiel, c'est quoi? L'absence de masques, l'absence de tests, l'absence de décision sur la fermeture des frontières? Alors, je crois qu'il y a 2 reproches majeurs. L'absence de décision, et l'absence de décision à temps, l'absence de décision sur les frontières, l'absence de décision sur les masques, l'absence de décision sur les tests, en tout cas absence de décision dans les délais qu'il fallait. Et le rôle du chef, c'est de décider, les chefs d'État théoriquement, chef d'État. Il n'est pas simplement l'union communicant. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est le mensonge permanent. Quand il a dit les masques ne servent à rien, les frontières, mais c'est inutile, le virus n'a pas de passeport. Résultat, maintenant, on a une frontière entre l'Île-de-France et la Normandie. C'est tout à fait hallucinant. Non, honnêtement, c'était impossible de faire pire. Il prend quand même une bonne décision en déconfinant un 11 mai, malgré son gouvernement, malgré le conseil scientifique, malgré tout. D'abord, le conseil scientifique, ce n'est pas au conseil scientifique de décider quoi que ce soit. D'ailleurs, les scientifiques, vous avez 3 scientifiques, vous avez 3 avis, voire 4. Donc, il faut arrêter avec cette illusion. Je crois que, oui, il pouvait déconfiner le 11 mai, parce que depuis le 20 avril, il n'y a plus de surmortalité en France par rapport à l'année 2019 et à l'année 2018. Ça veut dire que le virus est en forte régression. Alors quand je dis qu'il n'y a plus de surmortalité en France, évidemment, ça mériterait d'être nuancé par région. Il y avait encore... Puis la France était confinée. Il y avait encore... Et la France était confinée, bien sûr. Il y avait encore, le 20 avril, une surmortalité, mais modeste,
en Île-de-France. Je crois que hier, alors c'est vrai que le dimanche, les statistiques sont un peu faussées, parce qu'on ne meurt pas le dimanche apparemment, ou en tout cas on ne déclare pas les morts le dimanche. Il y avait 70 morts du coronavirus, sur 1600 morts en moyenne journalière en France. Donc ça veut dire que le virus est très réduit aujourd'hui. Mais évidemment, le risque, c'est qu'il puisse repartir. Ceci étant, je pense que c'était raisonnable de déconfiner, parce qu'on ne peut pas rester confiné la vie entière. Ce qui est un peu dommage, c'est que le déconfinement n'ait pas été peut-être parfaitement préparé, dans la mesure où il y a encore un manque de masques et un manque de tests. Voilà. Ça, c'est tout à fait dommageable. J'en reviens un peu à la politique, mais en affirmant que personne n'aurait fait pire que Macron, on se pose obligatoirement la question, mais alors qui aurait fait mieux que Macron ? À tous les autres. Tous les autres. Vous avez un nom à donner, moi je vous donne Fillon, Sarkozy, De Gaulle, Mélenchon, Montebourg, Le Pen ? Alors, je pense, moi je peux le dire de manière assez objective, parce que je n'ai jamais été sarkozyste, mais je pense que Sarkozy aurait fait mieux. Parce que Sarkozy, c'est un type qui communique, mais aussi qui décide, qui a pris un certain nombre de décisions, notamment quand il y a eu la crise financière de 2008. Il a pris des décisions, il a participé de manière crédible à des décisions internationales. C'est quelqu'un qui s'est décidé, donc je pense que dans ce cas-là, il avait d'ailleurs à l'époque géré la crise du H1N1. Alors là, il avait peut-être surréagi. La méthode Bachelot avait été excessive. Mais enfin, si le H1N1 avait été comme le coronavirus, on s'en serait bien porté. Donc je crois qu'incontestablement, Sarkozy aurait été meilleur. Fillon, s'il avait été à la place de Macron ? Il aurait forcément été meilleur. Marine Le Pen ? Marine Le Pen, elle aurait forcément été meilleure. Vous l'avez trouvée bonne pendant toute cette crise sanitaire, sans des interventions ? Le problème de Marine Le Pen, c'est que ce qu'elle dit n'est pas toujours malvenu, mais elle n'imprime pas beaucoup. On a du mal à retenir, et puis elle a tendance parfois à prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Je veux dire, j'ai vu une de ses interventions à l'Assemblée nationale où elle a parlé du taux de TVA sur les masques. Entre nous, le taux de TVA sur les masques, ça n'a aucune importance. La question, c'est d'avoir des masques. Et si on a suffisamment de masques, on les donne. Si on n'a pas suffisamment de masques, on les fait payer. Et que le taux de TVA soit de 5 ou 20%, honnêtement, c'est dérisoire. Donc un certain manque de hauteur de vue, je suis désolé de le dire. Mais sinon, c'était plutôt dans le bon sens. Voilà. Dans le bon sens pour Marine Le Pen. Et alors, il ne vous reste plus que Arnaud Montebourg, qui est réapparu avec la crise sanitaire. Il n'y a pas que le Covid qui est apparu, Montebourg aussi. Et puis Jean-Luc Mélenchon, l'inaltérable Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors je ne sais pas, je n'ai pas une confiance grandiose dans Mélenchon. Sur Montebourg, honnêtement, je n'ai pas d'idée, sauf qu'il va être bien positionné pour les échéances à venir, puisqu'il a occupé un créneau, on va dire, assez protectionniste, assez contre-libre-échangiste. Ce n'est pas le seul, puisqu'objectivement, les souverainistes et le Front National l'occupent depuis longtemps. Mais sur le versant gauche, il l'avait plutôt bien occupé. Il n'a pas gagné la primaire socialiste lors des précédentes échéances, mais il va sans doute se repositionner. Aurait-il fait mieux ? Je vous dis cela parce oui, sans doute, oui, forcément. Je vous dis cela parce que dans l'après-crise, les journaux de gauche expriment tous le sentiment qu'il y a une possibilité que les idées de la gauche, la solidarité, tant de choses qui sont portées, semble-t-il, à gauche, prévalent sur le reste, et donc ça soit une chance nouvelle pour la gauche de se rassembler autour de valeurs que les gens adopteraient plus facilement après la crise. Je crois effectivement que la conjoncture va être relativement favorable à la gauche. Si on regarde les sondages, alors ça vaut ce que ça vaut. Aujourd'hui, on voit que dans les préoccupations que les gens donnent, c'est aussi ce que leur disent les médias, mais ça correspond aussi à des réalités quand même, la santé, l'emploi, le social, parce qu'effectivement, il va y avoir quand même des dégâts importants. Donc oui, la gauche va être relativement bien positionnée. Dans l'état actuel des choses, quelle sera la situation dans 2 ans ? Il y a quand même quelque chose qui a été très peu médiatisé et qui est quand même très important.
c'est qu'on a bien vu que les banlieues étaient en état de séparatisme. Voilà, ça c'est une des questions et des deux questions que je vais vous poser. Cette crise sanitaire, elle a été révélatrice finalement de phénomènes qu'on avait soit cachés, soit oubliés ou sciemment cachés. Eh bien, il y a la partition, la sécession de certains quartiers. Ça, c'est quelque chose que vous évoquez depuis des années. C'est un combat que vous menez pour dénoncer cet état de fait depuis tant et tant d'années. Eh bien là, la réalité a été au vu de tous, y compris au vu de l'État qui a accepté dans l'esprit et dans la lettre la partition. L'État a accepté la partition, puisqu'en gros, le confinement, c'était pour tout le monde, sauf pour les quartiers de l'immigration. Le respect des règles, c'était pour tout le monde, sauf pour les quartiers de l'immigration. On a vu quelque chose qui est quand même... On a vu deux choses nouvelles, quand même, à l'occasion de cette crise. Deux choses nouvelles. La première chose, c'est qu'on a vu la police reculer. Et on a beaucoup de scènes grâce aux réseaux sociaux. On voit la police qui recule, qui fuit. Ils ne se contentent pas de laisser les délinquants opérer sans les interpeller parce que la situation est difficile. Ils fuient, ils reculent. Ça, c'est quand même un phénomène nouveau et évidemment très inquiétant. Et la conséquence de ce phénomène, c'est que si la police recule dans ces quartiers, ils vont se sentir totalement sûrs d'eux dans ces quartiers et ils vont pouvoir leur faire des razzias à l'extérieur de ces quartiers. Et de ce point de vue-là, l'agression verbale quand même, mais assez violente, d'Éric Zemmour est assez instructive parce qu'elle a eu lieu dans un quartier, tout ce qu'il y a de plus bourgeois, tout ce qu'il y a de plus tranquille de Paris. Et donc ça veut dire que les racailles, les islamo-racailles, c'est comme ça que c'est nommé l'agresseur d'Éric Zemmour, n'hésitent plus à sortir de chez eux. C'est quand même quelque chose qui devient très, très préoccupant. Autre révélation de la crise sanitaire, c'est le fait que depuis des années, des mois, vous surfez, comme on dit aujourd'hui, sur la notion de révolte des Français à travers notamment le profond mouvement et sincère des Gilets jaunes. Et puis là, bien en quelques jours, vous vous apercevez que les Français révoltés, ce sont des Français dociles qui acceptent une restriction des libertés très forte en raison de cette crise sanitaire. Alors, il y a eu deux raisons. Le logiciel passe à la poubelle. Oh, oui, enfin, vous allez un peu fort peut-être, mais il y a eu deux raisons à cette étude. La première, c'est que le gouvernement a gouverné par la peur qui a été inspirée par les médias, et qu'en plus, ce qu'on dit aux gens, on ne dit pas simplement aux gens, vous risquez pour votre vie, vous risquez aussi pour les autres. Donc on fait quand même appel, de ce point de vue-là, à un côté bien commun. Il y a la peur individuelle, mais il y a aussi le bien commun. Si vous vous contaminez vous-même, vous allez contaminer les autres. Et si vous avez besoin d'un lit de réanimation, vous allez en prendre un autre aux autres. Et donc il y a une double communication, il faut reconnaître, assez efficace, puisque les gens sont restés assez quoi chez eux, voire certains ont fait du zèle dans le confinement ou la dénonciation des non-confinés. Néanmoins, dans le Polémia, le site de votre fondation, il y a un auteur qui dit, mais attention, derrière cette docilité d'apparence, due à une raison précise à un moment précis, ça n'empêchera pas demain les Français de reprendre à la fois leur révolte, leurs revendications. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent redescendre dans la rue ? Certainement. De toute façon, le quinquennat Macron est une succession de mécontentements qui s'expriment aussi dans la rue, qui sont exprimés dans les urnes, accessoirement pour les municipales, mais qui sont exprimés dans la rue, à la fois pour l'affaire des Gilets jaunes et pour l'affaire de la réforme des retraites. La réforme des retraites, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que si l'administration de la santé a été aussi inefficace, c'est parce qu'elle a été très complexifiée par toute une série de réformes qui ont ajouté des couches administratives, qui ont superposé les couches administratives les unes sur les autres. Et si la réforme des retraites a suscité une telle hostilité, c'est aussi parce que c'était une usine à gaz extrêmement complexe,
et qui venait bouleverser un certain nombre de choses sans qu'on comprenne bien quel était le réel objectif. Vous avez, tout au long de cette période de confinement, et je vous en remercie d'ailleurs, continué à animer Immédiat confiné, mais vous continuez à le faire. Quel est le regard que vous portez sur ces médias de masse pendant cette crise sanitaire? Est-ce qu'ils ont fait, comme l'on dit maintenant, le job? Est-ce qu'ils ont fait le travail? Ils ont fait le job parfaitement. Ils ont relayé les mensonges gouvernementaux. Quand Mme Sibeth Ndiaye et les ministres de la Santé successifs disaient « les masques, ça ne sert à rien », les médias disaient « les masques, ça ne sert à rien ». Quand le gouvernement a dit « les masques sont obligatoires et ceux qui ne les porteront pas auront 135 € d'amende », enfin en tout cas ceux qui ne les porteront pas dans les transports publics auront 135 € d'amende, les médias ont fait le job et ils ont dit ça. Il y a une très belle infographie qu'on a montrée sur Immédiat, qui est une infographie du Parisien, où on voit les beaux dessins, le masque avec 3-4 figures successives, le masque ne sert à rien, et on voit un mois après à peu près le même dessin, c'est le même infographiste, le masque est nécessaire. Voilà. 0% d'efficacité, 95% d'efficacité, c'est toujours le même masque. Voilà, ça résume les médias, et c'est ce qui explique que le gouvernement a pu tenir. C'est aussi les médias qui ont fait tenir les gens, parce qu'aujourd'hui, aux 20h, on vous annonce quand un Chinois tousse à Wuhan, donc forcément, ça fait peur, parce qu'il y a quand même beaucoup de Chinois, et il meurt beaucoup de Chinois tous les jours. Ce regard, vous l'avez porté bien évidemment pendant tout le confinement, vous continuez à le faire. On avance rapidement maintenant vers la 300e de Immédiat. Oui. Qu'est-ce que ce chiffre-là, est-ce que c'est symbolique ou on s'en fiche? Écoutez, c'est symbolique d'une expérience dans la durée. Je crois d'un ensemble d'archives sur les médias français sur maintenant combien, 6 ans, 7 ans, tout à fait éclairant. Moi, je crois que les choses qui importent sont quand même les choses qui durent. Voilà. Donc, je suis assez satisfait d'être à la 300e expérience. Et toujours en croissance, toujours une croissance d'audience. Toujours une croissance d'audience. On a fait beaucoup d'émissions, entre 50 000 et 100 000 vues sur YouTube, plus les visions en direct sur le site de TV Liberté. Donc une croissance d'audience. Après, il y a parfois des choses qu'on s'explique mal. Alors il y a peut-être des algorithmes qui ne nous sont pas toujours favorables. Mais enfin, globalement, on a trouvé notre public. Voilà, Immédiat sur tvliberté.com, et puis bien évidemment, le pendant à cette dénonciation du mensonge ou des errements d'une certaine presse, eh bien c'est le travail que vous faites avec les Bobards. Et avec cet album que je représente à nouveau, il est lui aussi déconfiné et donc en vente sur le site de tvliberté.com. Absolument, il faut se le procurer. C'est très bien parce que notamment il y a un index, et donc dès que vous voyez un journaliste sortir une bêtise, vous allez dans l'index et vous trouvez ses antécédents. Parfaitement, c'est parfaitement clair. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Ce livre des Bobards d'or, il est édité chez Via Romana en partenariat avec d'ailleurs TV Liberté, et vous pouvez l'acheter sur le site tvliberté.com. Eh bien, on se retrouve, cette émission a été enregistrée lundi, elle sera diffusée mercredi, donc on vous retrouve demain avec Nicolas Faure pour un nouveau numéro de Immédiat. Comme on est lundi, vous savez déjà le thème de Immédiat de jeudi, vous décidez quand? Comment vous faites? C'est pas encore... Je perds du temps, mais c'est pas grave. Écoutez, comment on fait? D'abord, on est en veille quotidienne d'actualité, et à partir du lundi, voire du dimanche, on s'appelle 1 ou 2 fois par jour pour voir les sujets possibles et commencer à les travailler. Nous devrions traiter le sujet de la censure avec la loi Avia et avec la censure sur Facebook, la censure du mot génération identitaire sur Facebook, et le développement de la censure, ça sera sans doute un de nos 2 sujets. Voilà, la censure. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Merci Martial Blin.